Alors bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Soyez les bienvenus sur cet épisode du podcast Facto, le podcast dédié à la lutte contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Au moins 2 fois dans le mois, le dimanche ou le mercredi, on vous fera découvrir les outils qui vous aideront à démêler le vrai du faux lorsque vous douterez d'une info. Je m'appelle Cynthia Cabral, votre présentatrice et journaliste fact-checkeuse, et tout au long de l'émission, je vais discuter avec des experts sur la désinformation en Afrique et donner des exemples concrets d'affirmations trompeuses et parfois fausses qui ont été vérifiées. Pour ce deuxième épisode, on va faire un focus sur les techniques de repérage de fausses informations sur les réseaux sociaux et surtout lorsque ces fausses informations concernent le continent africain. Pour ça, dans l'épisode de cette semaine, on parlera à 3 experts. Tout d'abord, je vous présente Rabeb Aloui. Bonsoir Rabeb. Bonsoir Cynthia, bonsoir tout le monde. Je vous remercie pour l'invitation. Merci beaucoup à toi d'être là. Alors, tu es basée en Tunisie et journaliste fact-checkeuse. Et aujourd'hui, tu es la directrice de BNCheck, donc un département du média tunisien Business News qui lutte contre les fake news et publie régulièrement des articles de vérification sur les affirmations fausses ou trompeuses. Donc, merci beaucoup d'être là. Maintenant, je vous présente notre deuxième invité, Sagaïdou Bilal. Bonsoir Sagaïdou. Bonsoir Cynthia, bonsoir à tout le monde. Merci beaucoup d'être là, Sagaïdou. Alors, tu es rédacteur en chef central adjoint et responsable fact-checking chez Tama Media, un média en ligne indépendant animé par un collectif de journalistes locaux, africains et aussi de la diaspora. Enfin, je vous présente notre troisième et dernier invité, Youssouf Traoré. Bonsoir Youssouf. Bonsoir Cynthia, bonsoir tout le monde. Merci pour votre invitation. Merci beaucoup à toi Youssouf d'être là. Alors, tu es enseignant, blogueur et journaliste à La Voix de Mopti, donc le premier site d'information générale et d'analyse sur la région de Mopti. Tu écris plusieurs articles de vérification et c'est la raison pour laquelle tu fais aussi partie de l'épisode d'aujourd'hui. En fin d'épisode, on vous donnera une astuce de la semaine qui vous aidera à éviter les pièges de la désinformation. Donc restez jusqu'à la fin pour écouter ça. Mais tout d'abord, j'ai quelques questions à poser à nos invités. Tout d'abord, Abeb, pour toi, quelles sont les plateformes des réseaux sociaux où tu as le plus constaté le plus de propagation de fausses informations? Merci encore une fois Cynthia. Alors, d'après notre expérience à BNCheck, je dirais Facebook et TikTok. Pourquoi? C'est parce que la majorité des jeunes utilisent notamment Facebook et TikTok beaucoup plus que par exemple Twitter ou Reddit ou LinkedIn. Donc, si on voit le nombre des jeunes qui utilisent les plateformes les réseaux sociaux, je dirais plutôt que c'est Facebook et TikTok. Et malheureusement, ce sont les 2 1 sources de désinformation. Et pour toi, Youssouf, quels sont les signes avant-coureurs qui doivent alerter justement lorsqu'on lit une information, soit sur Facebook ou TikTok, ces 2 réseaux sociaux-là où on voit le plus de fausses informations? Alors, merci pour la question Cynthia. En fait, les signes avant-coureurs qui doivent nous alerter quand nous lisons les informations sur ces deux plateformes, TikTok et Facebook, là, il faut faire extrêmement attention aux dates, aux chiffres, aux lieux où les gens parlent de la publication. Surtout les fausses informations ou les infox parlent des chiffres non cohérents. Ça peut parler également des images qui ne sont pas véridiques et des liens qui ne sont pas vrais. Alors, quand vous tombez sur ce genre de choses, il faut faire extrêmement attention et avoir un esprit critique, se poser la question si toutefois je dois vérifier l'information avant de partager ou avant de croire. Très bien. Mais là, par exemple, tu nous parles d'images, ou de sites, qui sont pas forcément, vrais ou qui peuvent être des pièges. Mais comment est-ce que je peux savoir si, ces informations-là sont fausses ou pas? C'est très simple, Cynthia, de vérifier si cette information elle est vraie ou fausse. Par exemple, s'il s'agit d'une publication, s'il s'agit de la photo, on peut vérifier l'authenticité de la photo à travers des outils de vérification. Il y a plusieurs outils de vérification que les fact-checkers utilisent. On peut Mmh. citer entre autres Google Lens, on peut utiliser Yandex, TinEye, etc., etc. Et dans la plupart des cas, quand vous utilisez ces outils de vérification,
avec la recherche inversée de l'image, ça vous donne immédiatement les premières sources de l'image. Merci beaucoup, Youssouf. Pour toi, Rabeb, quelles sont les catégories de fausses informations les plus courantes que tu rencontres et surtout sur quel type de sujet? Est-ce que c'est plutôt politique? Enfin, sur quel type de sujet rencontres-tu plus de fausses informations? Vu la circonstance, politique de la Tunisie aujourd'hui, nous avons les élections et d'ailleurs, les élections, en Tunisie ont commencé il y a 2 jours à l'étranger et c'était aujourd'hui, en Tunisie sur, le plan, national. Donc, je dirais que politique plutôt, vu que cette année, c'est l'année des élections législatives qui ont eu lieu, il y a quelques mois et les élections présidentielles qui ont eu lieu, en Tunisie, aujourd'hui. Donc politique et je dirais, la deuxième chose que me j'ai aperçue pendant ces élections, c'est les fausses informations sur Facebook. Comme je vous ai dit, la source la plus courante de désinformation, on voit des publications qui sont publiées sans source, bien vérifiée ou source, inconnue. On voit des publications avec des titres, par exemple, sensationnels, des Mmh. publications, sans preuve, et même, par exemple, on a vu trop de publications, qui portent sur la diffamation de l'un des candidats. Donc, Mmh. globalement, je dirais plutôt que c'est politique. Avant, il y a quelques années, peut-être, je dirais entre 2020-2021, c'était, je dirais, la majorité, c'était sur la crise sanitaire, sur le covid, les vaccins et tout ça. Mais, Mmh. depuis 2023 et l'annonce, en fait, de la date des élections, j'ai constaté que c'est plutôt la désinformation, dans le domaine politique. En deuxième lieu, le domaine économique, vu que la Tunisie traverse, une période un petit peu sensible avec la crise Mmh. économique dans le pays. Et justement, enfin, on parle de publications et tout. Est-ce que c'est plutôt des vidéos, des photos, on va dire, des déclarations? Quel type, comment sont à partager ces fausses informations? Sous quel format? Tout d'abord en vidéo, il y a trop de vidéos qui sont partagées, hors contexte. Deuxièmement, des photos, il y a tellement de photos, utilisées, par l'intelligence artificielle ou par le Photoshop, publiées hors contexte. Donc je dirais que les vidéos, les photos en premier lieu et puis on a des publications, des pages, Facebook, sans source, il y en a trop et surtout sur la diffamation des candidats. Je vous donne un exemple si vous voulez. Mmh. Il y a une semaine, juste quelques jours avant les élections présidentielles, il y avait une vidéo qui circule sur, un candidat aux élections présidentielles en Tunisie qui est actuellement, emprisonné et cette vidéo a été pour la première fois publiée en 2019 et n'a rien à voir avec le politicien ou le candidat à la présidentielle. Croyez-moi, la vidéo a été partagée des milliers de fois, donc la vidéo est vraie, mais partagée hors contexte. Ça n'a rien à voir avec le candidat. En troisième lieu, on a aussi quelques déclarations de politiciens. Comme je vous ai dit, la diffamation contre les candidats ou des Oui. incitations à voter pour, un candidat contre un autre. Donc en troisième lieu, c'est les déclarations politiques. Merci beaucoup, Rabeb. C'est vrai qu'avec les vidéos, ça peut être très vite partagé, parce que justement, c'est des vraies vidéos, mais qui sont publiées hors contexte. Et si on ne connaît pas le contexte dans lequel ça a été justement effectué, filmé ou autre, eh ben, on peut se laisser emporter par les émotions et faire de la mésinformation et pas forcément de la désinformation, quoi. Donc, sans faire exprès, on partage, cette fausse information. Donc merci beaucoup pour ces explications-là. Youssouf, pour toi, quels sont les outils et les méthodes que tu utilises pour vérifier une information, justement, sur les réseaux sociaux? Donc tu nous as parlé de la, recherche d'images inversées. C'est un outil que j'avais justement abordé la fois dernière dans le premier épisode. Justement, un outil pour que les auditeurs, les internautes puisse savoir comment vérifier une image, connaître tout simplement sa source. Mais est-ce que tu aurais d'autres outils, notamment pour les vidéos, comme l'a dit, si bien Rabeb? Alors, pour les vidéos, souvent ici à Mopti, et plus précisément dans la rédaction de la voix de Mopti, nous utilisons la même méthode, c'est-à-dire quand il s'agit d'une vidéo, on fait la capture d'écran de la vidéo, mais attention,
on fait la capture d'écran de telle sorte que la photo de la capture soit très très bien visible et que ça soit compréhensible. Et une fois que la capture d'écran elle est faite, ça devient automatiquement une image. Alors, et si ça devient une image, à travers les outils de vérification que je viens de citer tantôt, on peut essayer de ressourcer la vidéo. Et c'est vrai que parfois c'est un peu compliqué parce que les vidéos, elles sont un peu floues, quand c'est le cas comme ça, qu'est-ce que tu fais justement pour repérer, connaître l'origine? Parce que imaginons que l'image elle est floue, est-ce que par exemple tu te bases sur, on va dire, sur des mots qu'il y a marqués ou sur des paroles? Au fait, quand c'est l'image de la vidéo, elle est floue, comme vous avez bien dit, Mmh. souvent ça arrive dans ce cas. Mais très généralement, ces vidéos sont accompagnées par des légendes, des textes. Par Mmh. exemple, on peut tomber sur une vidéo qui devient très très virale au Oui, moment où même l'on poste. Souvent, dans ce genre de publication, on peut lire attention ou bien incendie ou bien attaque. Et oui. très généralement, ces mots sont accompagnés par des liens. Attaque ici, attaque par là, combien de Mmh. morts, etc., etc. Donc, si tel est le cas, à travers l'outil que je viens de citer, avec Google Lens, on peut utiliser les mots-clés dans la barre de recherche. Autre chose aussi, c'est que parfois, il y a certaines paroles ou certaines phrases qui sont dites, on va dire dans la vidéo, il y a des personnes qui parlent. Donc, ce qui peut aussi aider, c'est la langue parlée par les personnes, leur accent, la façon dont ils sont habillés, le lieu, le contexte. Ça aussi, c'est des outils, que beaucoup de fact-checkers utilisent pour connaître, l'origine d'une vidéo, et comprendre le contexte. Mais je ne sais pas si tu voudrais ajouter quelque chose, Sagaïdou? Oui, oui, c'est juste que, bon, là, c'est un peu l'aspect observation qui compte beaucoup dans la vérification des images et des vidéos. Oui, bien Et sûr. surtout, il faudrait préciser que les outils aussi ont des limites. Souvent, on peut tenter tous les outils et ça donne pas des résultats concluants. Mmh, mmh Mais mh. souvent, il revient à partir des observations Mmh. et on peut contextualiser l'image ou la vidéo, où est-ce que la vidéo a été prise, dans quelle zone, tout ça là. Moi, par exemple, il m'arrivait des cas, par exemple, bon, le cas qui m'a le plus marqué, c'était une vidéo qui a été partagée par un compte troll à l'époque très influent, Mmh. Pascal Gaucher. C'était à l'époque, je sais pas, c'était en 2022, comme ça, je crois, ça devrait être en 2022. Il y avait une délégation de la CEDEAO qui était en visite ici à Bamako. Donc, le matin, en marge de cette visite, le compte a publié l'ancienne vidéo, mais la vidéo était tellement dégradée qu'il était difficile de remonter à la date originale où la Oui. vidéo a été postée. Et c'est devenu très viral. D'abord, j'avais tenté de savoir qui est la première personne qui a relayé la vidéo. Et Mmh. c'est là où une vidéo m'a été utile parce que je puis quand même analyser la vidéo. J'étais sûr que c'est le compte troll qui est le premier à la relayer. Ensuite, à partir des observations, moi, j'ai fait des captures. J'ai eu à contacter de confrères journalistes maliens qui très généralement couvrent les événements, les manifestations, surtout à Bamako. J'ai eu à discuter de vive voix avec des personnes auxquelles je envoyais les deux captures s'ils connaissent des gens qui apparaissent dans la vidéo. Toutes Oui. deux m'ont indiqué que non. Ensuite, je suis retourné vers une amie qui est très active dans les mouvements associatifs ONG qui milite beaucoup pour les droits des enfants et des femmes. Et finalement, c'est cette dernière qui a pu reconnaître un Mmh. ami à elle. Et j'avoue, j'avais commencé le matin, c'est jusqu'à le soir, le petit soir, que je puis parler avec ces derniers qui, au départ, étaient effectivement réticents parce qu'il n'avait pas, c'est un homme politique, donc il n'avait pas
confiance, il pensait que c'est quelqu'un de la sécurité d'État. Donc, après, j'imagine qu'il a dû faire des recherches sur moi avant de me revenir. Donc, le soir, il m'avait expliqué le contexte. C'était une manifestation qui a regroupé plusieurs organisations. À l'époque, le Mali était sous embargo de la CEDEAO. C'était dans ces contextes-là. Il m'a expliqué le contexte. Moi, directement, comme je sais que, par exemple, au Mali, le réseau social le plus utilisé où les gens publient le plus, c'est Facebook. Surtout les médias avec l'air direct tout, c'est très généralement c'est sur Facebook. Donc, du coup, je suis parti faire des recherches dans la barre de recherche de Facebook. Bon, grâce à ces mots-clés, j'ai pu retrouver la vidéo originale qui est très longue. C'était un média qui avait couvert l'événement. Et voilà comment j'ai trouvé j'ai pu retrouver la vidéo originale et j'avoue que c'était un cas qui arrive très souvent quand les images sont dégradées et que l'algorithme n'arrive pas à détecter les éléments sur l'image. Là, ça devient très compliqué. C'est là où il faudrait faire recours à l'observation, à nos sens, à la réflexion, tout pour combler le vide, quoi. C'est vrai et C'est ça. surtout aussi, ne pas hésiter à en parler à ses connaissances, à des personnes autour de soi parce que parfois nos connaissances sont, limitées comme tu l'as dit et peut-être une autre personne a des connaissances sur un lieu, qui est montré dans la vidéo ou sur, certaines personnes et tout d'un coup, les recherches deviennent beaucoup plus faciles. Merci beaucoup Sagaïdou. Rabeb, est-ce que toi tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui veut justement vérifier rapidement une information avant de la partager et de tomber dans la mésinformation? Merci, Cynthia. Tout d'abord, si, vous me permettez, j'aimerais bien partager une petite Oui, expérience, par rapport à la vidéo. Donc c'est toujours plus difficile de savoir, ou de connaître, la crédibilité d'une vidéo. Les photos, on a plein d'outils, Google Images, par recherche inversée, TinEye, Yandex, Photo Forensics. Il y a tellement d'outils pour les images, contrairement aux vidéos. Moi, à chaque fois, j'utilise des captures, de photos, je fais des captures de photos, mmh dans la vidéo et dernièrement, j'ai travaillé sur une vidéo qui prétend montrer un ensemble de protestateurs, en fait, d'une protestation contre l'un des candidats à la mh. présidentielle. Au début, c'était très difficile de connaître, le lieu ou le contexte, de la vidéo. Donc la publication prétend qu'il s'agit d'une manifestation, contre un candidat à la présidentielle. Mais après, en vérifiant les habits des protestateurs, ceux qui manifestent, au début, j'ai constaté qu'ils ne portent pas des Oui, t-shirts, bien que la publication a été partagée au mois d'août, plein de soleil, en plein chaleur, en oui. fait. Après, j'ai utilisé, Google Earth et Google Maps pour un petit peu repérer le lieu de la Mmh manifestation. Ça m'a beaucoup aidé. Après, se fixant sur les t-shirts portés par les manifestants, j'ai constaté que la majorité, ils portent, en fait, des t-shirts, des supporters. En fait, il s'agissait des supporters d'une équipe de football, en Tunisie. Alors j'ai contacté, l'équipe de football, je les ai envoyé la vidéo. Après, j'ai contacté des pages des supporters, de cette, équipe pour un petit peu savoir, quand est-ce que où la vidéo a été mh. prise. Et heureusement, des heures après, j'ai eu une réponse d'une page Facebook en fait, c'était des supporters de cette équipe sportive qui m'ont envoyé la vidéo. Ils m'ont dit que la vidéo a été publiée en 2017 et m'ont envoyé la vidéo avec la date et Waouh. tout. Je vous partage cette Mmh expérience parce qu'au début, c'était très difficile de mh. connaître, mais en se fixant, en faisant des captures sur la vidéo, en se concentrant sur les habits des manifestants, Mmh j'ai pu, en fait, savoir repérer. Aussi, Google Maps m'a beaucoup aidé pour Oui. récupérer, le lieu. Alors pour les conseils,
S'il s'agit d'une publication, par exemple, regardez bien la publication parce que, de manière générale, les fausses informations et les publications qui partagent les fausses informations utilisent trop de sensationnel. Vous allez trouver trop de titres, sensationnalistes, par exemple. Vous allez trouver également des fautes d'orthographe, hein, ça peut aussi, arriver. Les de manière générale, ces publications vous invitent ou vous incitent à partager, la publication. On voit aussi dans ces publications que la plupart du temps, on n'a pas de source. C'est pour les publications de manière générale. Mmh. Pour les images, on peut repérer, surtout par exemple s'il s'agit des images générées par l'intelligence artificielle. Moi je vous invite, d'utiliser, des outils pour repérer des images, générées par, l'intelligence artificielle. Je donne comme exemple Hive AI ou Hugging Face. Mais avant, je vous invite aussi de bien examiner l'image parce que même si l'intelligence artificielle a connu un progrès énorme, surtout au niveau des images et tout, mais il y a encore des Mmh. défaillances et on peut voir ces défaillances surtout dans les mains. Regardez bien les mains et Et le même cou. les yeux aussi, Si c'est si vrai. exactement, j'allais dire Mmh. les yeux aussi. Merci Cynthia. Alors moi, je commence toujours la Mmh. première chose que je vois, c'est les mains. Il y a toujours des C'est vrai. défaillances, même si, comme je vous ai dit, qu'il y a vraiment un progrès énorme. Mais non, les yeux, les mains, le cou, il y a toujours des défaillances. C'est vrai. Ça, c'est d'une manière, générale. Pour les photos, comme je vous ai dit, les photos, il faut bien examiner, il faut utiliser les outils. Ça aide beaucoup, Google Images ou TinEye ou Yandex. Il y a tellement d'outils pour les images. Je pense que c'est beaucoup mieux. Encore une chose, je vous invite aussi de faire la recherche par Mmh. mots-clés. Par exemple, moi, si j'ai travaillé sur la vidéo manifestation contre un candidat, et cetera, moi, j'ai fait la recherche aussi par mots-clés, manifestation des supporters de cette équipe, de football qui est l'Espérance Mmh. sportive. Donc aussi, utiliser les mots-clés, ça peut vous aider à trouver, votre, la vraie publication. En tout cas, moi, mon conseil, c'est de ne pas se contenter d'un seul outil, par exemple, le Google Images ou TinEye, non. Cherchez par mots-clés, cherchez par image, faites des appels. Il faut Mmh. aussi appeler. Comme je vous ai dit, moi vraiment, la vidéo au début, c'était très difficile, mais ce qui m'a aidé, c'est le fait que quand j'ai appelé cette équipe même, en fait, pour savoir est-ce qu'il y a eu des manifestations de vos supporters et tout ça. Oui. Donc faites des appels, utilisez plus qu'une source. Une source ne suffit pas, ça peut aider, mais ça ne suffit pas. Donc utilisez plusieurs sources pour avoir, le résultat. Merci Merci. beaucoup Rabeb, merci infiniment pour ces précieux conseils. En tout cas, là, nos internautes, les auditeurs, ils seront bien armés pour lutter contre la désinformation avec tous ces outils-là. Et c'est vrai qu'il faut coïncider avec plusieurs outils qui sont là, qui sont gratuits, ils sont à portée de main, ils sont sur nos téléphones, nos ordinateurs, nos tablettes. Donc, c'est pas difficile. Juste en quelques minutes, vous pouvez trouver, et même en quelques secondes, vous pouvez trouver la source d'une image ou d'une information. Ici, moi, je voudrais juste dire à nos auditeurs de douter de tout. Même si on vous dit que la capitale de la France, c'est Paris, prenez le temps de vérifier. Quand vous doutez de tout et que vous avez un esprit critique, cela vous permettra aussi d'éviter les pièces de fausses informations et aussi de ne pas courir derrière les buzz. Très généralement, ceux qui partagent les fausses informations, ils souhaitent plutôt qu'on les dise que ouais, nous sommes les premières personnes à dire, à partager cette information, nous sommes les premières personnes à dire ceci, cela. Et faites très attention à des publications sensationnelles, des publications qui sont accompagnées par des musiques qui font pitié, par des emojis en larmes, etc. Il faut faire très attention à ces Mmh. publications. Souvent, ce sont des publications trompeuses et ça nous met en danger. Je pense qu'il est important d'abord de distinguer ce qui relève du factuel et ce qui relève de l'opinion. C'est le factuel, ce qui est présenté comme un fait, qui présente des sources, et voilà, qui est vérifiable, c'est cet élément qu'on peut vérifier. Mais toute chose qui relève de l'opinion, un avis,
personnel ou collectif, là, c'est un élément qu'on ne peut pas vérifier. Il faudrait aussi qu'on puisse faire la part des choses entre les deux. Ce sont les faits qu'on vérifie. On ne vérifie pas les opinions. Donc, dans une même publication, vous pouvez rencontrer à la fois de l'opinion, à la fois du factuel. Peut-être ce qui relève du factuel, c'est peut-être un bout de phrase ou juste une phrase. Par exemple, quelqu'un peut donner une opinion. Dans cette opinion, il glisse un chiffre. Donc, l'opinion, on ne peut pas vérifier. S'il dit que tel président est le meilleur de l'histoire, ça, on ne peut pas vérifier ça. C'est de l'opinion, quoi. Ça n'engage que lui. Mais si il dit, par exemple, que ce président, c'est le meilleur de l'histoire du pays et qu'il a construit en 10 ans tel nombre d'usines ou bien tel nombre d'écoles, le nombre exprimé, c'est ça le factuel, c'est ce qu'on peut vérifier. Et là, souvent, il y a des choses qu'on sait que c'est du factuel, c'est vérifiable, mais faute de preuves, souvent, on est contraint de s'en passer, quoi. On sait que c'est susceptible d'être infondé, mais il n'y a pas de preuves pour démontrer que cette information est fondée ou non. Donc, quand vous êtes face à ce genre de situation, surtout en tant que fact-checker, le mieux, c'est de ne pas traiter le sujet ou bien dire aux gens que cette information est fausse ou bien susceptible de faux, parce que vous n'avez aucune preuve pour le démontrer, quoi. Oui, et surtout qu'il faut éviter, d'utiliser le terme fake news n'importe comment parce que lorsqu'on dit déjà que c'est fake, donc que c'est une fausse information, eh bien, il faudrait qu'on ait les preuves en main pour prouver que c'est faux. C'est pour ça qu'on préfère utiliser les termes, désinformation, mésinformation ou, information trompeuse parce que c'est tellement nuancé, les objectifs, l'intention derrière chaque publication, elle est différente. Donc, il faut savoir aussi utiliser les termes adaptés, pour chaque, publication qui est faite. Merci beaucoup Sagaïdou pour cette clarification-là. Du coup, je retourne sur Youssouf pour la question justement sur, le fait de pouvoir lutter, tout seul contre la désinformation ou est-ce qu'il faut compter sur, un groupe de personnes? Est-ce que c'est un travail, enfin collectif, quoi? Merci pour la question, Cynthia. Je pense que pour les novices, c'est un peu difficile de lutter tout seul contre les fausses informations. Euh, on peut être journaliste, fact-checker, mais quand nous sommes dans une rédaction, il faut toujours demander, selon moi, l'avis des autres. Puisque souvent, vous pensez que vous êtes sur le bon chemin ou vous pensez que vous êtes en train de traiter de la bonne manière alors que vous vous trompez. Alors, si vous demandez l'avis d'un expert ou si vous demandez l'avis des autres membres de votre rédaction, cela vous évitera de tomber dans les pièges. Alors, pour les novices, ceux qui ne sont pas des journalistes, les internautes, les méthodes, les outils que nous venons de citer ici, ils peuvent utiliser ces outils de vérification. C'est très facile. En quelques secondes, vous pouvez repérer, vous pouvez sourcer l'image ou vous pouvez remonter jusqu'aux premières sources d'une publication quelconque. Alors, je dirais que pour un novice, c'est un peu compliqué de lutter efficacement tout seul contre les fausses informations. Mais quand vous êtes plus en groupe, c'est là que vous avez assez de force et si chacun donne sa contribution, ça vous aidera beaucoup à mieux travailler sur les questions des fausses informations. Merci beaucoup Youssouf. Et puis aussi, il faut tout simplement aussi pouvoir lire, les articles de vérification qui sont écrits par vous, les fact-checkers justement, parce que c'est pour ça que vous êtes là. Vous êtes là pour justement montrer les méthodes, les étapes que vous avez effectuées pour trouver, les fausses informations. Effectivement, vous avez Oui. raison. C'est-à-dire quand ces internautes nous lisent, quand ils lisent les articles de vérification, ils doivent mettre en avant les questions de détails, c'est-à-dire les dates, les titres, les chiffres, etc. Puisque très généralement, le titre d'un article de vérification est un titre accrocheur. Alors si le papier ne s'appuie pas des dates ou des lieux précis, il y a forcément de quoi à douter. Toutes ces astuces sont réunies, font de quoi à ce que les novices puissent comprendre
immédiatement que cet article est dédié à la vérification des faits, ou bien cet article vérifie une image ou une publication, ou cet article est un article qui n'est pas un article de vérification. Et ce n'est pas ça seulement. Les internautes doivent varier les sources. C'est-à-dire qu'ils ne doivent pas se limiter à une seule source. On peut varier les sources en consultant d'autres sites, d'autres pages, etc. Alors, si ces sources donnent les mêmes données ou les mêmes données sont évoquées à plusieurs endroits, à plusieurs sites, en se basant aux sources identiques, dans ce cas, il est probable que l'information soit vraie. C'est vrai. Merci beaucoup, Youssouf. Et là, tu viens de me faire penser à un exercice qu'on effectue justement à l'AFP, parce qu'on ne parle pas de traduction d'articles de vérification, mais plutôt d'adaptation. Et donc, lorsqu'on adapte des articles qui sont écrits, par exemple, en anglais et qu'on veut les traduire en français, il faut qu'on refasse toute l'enquête, toute la vérification, parce que peut-être qu'il y a des éléments de contexte qui ont changé à travers l'actualité ou autre. Et donc, c'est toujours bien de revérifier ce qui a déjà été fait par nos collègues pour être sûr que ce qui a été vérifié est factuel, c'est vrai, et aussi pour pouvoir ajouter plus de contexte. Donc, comme tu l'as si bien dit, c'est un travail de groupe qui demande beaucoup de travail, beaucoup de temps. Et donc, justement, là, je veux poser la dernière question à Rabeb. Est-ce que toi, Rabeb, tu as senti une évolution ces dernières années dans la lutte contre les fake news ou les fausses informations en Tunisie et dans la région du Moyen-Orient? Merci, Cynthia. Ma réponse est oui, effectivement. Si, on compare, par exemple, si on parle des élections, parce qu'en 2019, on a, aussi, suivi, les élections, on a vérifié, les fausses informations et tout. Donc vraiment, il y a une énorme, évolution si on compare les élections en 2019-2024, et je pense que le covid, c'était vraiment une bonne, pratique. On a beaucoup évolué parce qu'on a vraiment fait un travail acharné et nous étions poussés en fait à faire ce travail acharné. Donc je dirais oui, effectivement, il y a vraiment un travail Oui. énorme. Et je vous remercie d'avoir mentionné, Cynthia, le travail en groupe parce que à ce moment-là, en fait, BNCheck travaille dans une coalition produite par l'Africa Tchèque et l'AFCN, le réseau arabe des fact-checkers. Nous sommes quatre médias de fact-checking. Moi de BNcheck, il y a Algérie Check, il y a Tunifact et Tafnid. Mhm. C'est une coalition pour, veiller et suivre les élections en Algérie qui ont eu lieu le mois dernier, aussi en Tunisie, qui ont lieu aujourd'hui effectivement. Donc le travail en groupe, ça vraiment, ça aide beaucoup. Moi personnellement, j'ai beaucoup, travaillé pendant ces 2 mois entre les élections en Algérie et en Tunisie et le travail en groupe dans le cadre de cette coalition entre l'Africa Tchèque et l'Arab Fact Checker, le réseau arabe, ça vraiment m'a beaucoup aidé. J'ai pu, vérifier des fausses informations qui sont partagées sur Facebook, sur TikTok et aussi j'ai beaucoup appris de mes collègues, mes collègues en fait, les fact-checkers de ces 4 plateformes. Super, mais en tout cas, merci beaucoup, Rabeb. Merci pour ce témoignage, pour tous ces conseils que tu nous as donnés. Et ça nous a donné aussi une autre perspective parce que, bon, là, c'est notre deuxième épisode, mais on va dire que on est plus spécialisé sur la désinformation en Afrique et surtout en Afrique de l'Ouest. Mais là, tu as pu nous donner une perspective sur ce qui se passe aussi en Afrique du Nord. Donc, merci beaucoup d'être venu et partager aussi ton expérience en tant que fact-checkeuse. Donc, je vous remercie tous les trois pour votre présence. Rabeb Aloui de BNcheck, Sagadou Bilal de Tamamedia et Youssouf Traoré de La Voix de Mopti. Merci beaucoup pour cet échange et vous pouvez les suivre, chers auditeurs, sur leurs réseaux sociaux. C'est la fin de cet épisode-là. Ça s'est passé super vite. On a eu de très beaux conseils, de très belles interventions, très riches aussi. Beaucoup de ces informations-là seront diffusées ensuite sur nos réseaux sociaux. Merci beaucoup d'avoir écouté ce deuxième numéro de Facto. Vous pouvez retrouver individuellement chaque épisode sur Spotify, YouTube et bien sûr aussi sur X. Et on vous encourage à nous suivre sur nos réseaux sociaux et aussi à lire
surtout les articles de vérification qui sont là pour vous aider à utiliser les meilleurs outils pour tout simplement vérifier les informations et lutter contre les fausses informations. Donc on se retrouve mercredi 16 octobre pour discuter du rôle des médias traditionnels dans la diffusion de fausses informations. Merci beaucoup à tous les trois et je vous dis bonne soirée. Merci Cynthia, merci Saïgadou, très enchantée Traoré. Merci à vous. Merci beaucoup, Rabeb. Cynthia, Sagaidou, merci beaucoup. Merci beaucoup à vous. Merci à tout le monde. Facto, c'est une série d'entretiens avec celles et ceux qui luttent contre la désinformation en Afrique de l'Ouest. Ce podcast est une production de Tama Media, soutenue par l'Organisation internationale de la francophonie, dans le cadre d'un consortium avec La Voix de Mopti et Setanal Media.